Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et en direct sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce débat. La campagne électorale en vue des prochaines élections législatives et régionales a commencé samedi sur l'ensemble du territoire national. Nana FM se propose de donner la possibilité aux candidats de parler de leur projet et pour en faire, nous recevons sur ce plateau Madame Myriam Dossou d'Almeida. Elle est candidate UNIR dans le Golfe. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Douadi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous donner l'opportunité aussi de parler de sujets d'actualité et de nous adresser à la population, nos frères et sœurs togolais. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadi et Nestor Glo assure la mise en onde. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Madame, merci pour la disponibilité. Je le disais, la campagne en vue des prochaines élections législatives et régionales a commencé depuis samedi sur l'ensemble du territoire national. Alors, comment se passe déjà cette campagne sur le terrain? Merci une fois encore, Nana FM, de nous accueillir sur votre plateau ce matin, 48 heures après le démarrage de la campagne pour des élections législatives et régionales. C'est la première fois que sont organisées concomitamment ces deux élections, ce qui est une nouveauté, une belle nouveauté, mais qui aussi a renforcé la belle ambiance qui a régné depuis samedi, où le parti UNIR, notre grand parti, a mobilisé les sympathisants et militants de toutes les communes du Togo, de Lomé à Saint-Cassé, qui par des caravanes, qui par des rencontres actives avec les électeurs sur le terrain. La ville de Lomé a été particulièrement envahie, je dirais, par le bleu. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que cette campagne s'est déroulée dans une ambiance conviviale, cordiale, de paix et surtout tout en bonne intelligence avec les autres partis qui participent à cette grande élection. Cela est tout à fait à l'honneur de notre président, le président de notre grand parti, qui dès les premières heures non seulement apprenait la paix, mais également a instruit les candidats à l'humilité, à la bonne collaboration et à la concorde entre les différents acteurs de ce championnat politique. Alors, Madame, sur le terrain, qu'est-ce que vous véhiculez comme message? Au-delà du message de la paix, de la cohésion sociale, qu'est-ce que vous présentez en tant que programme au Togolais? Le parti UNIR, parti au pouvoir, donc s'illustre à travers le programme du gouvernement. Le programme du gouvernement, vous le savez, on ne va pas revenir longtemps là-dessus, assez structuré, une feuille de route, 3 grands axes, un axe social, cohésion sociale, paix, sécurité, pour permettre un développement économique et une croissance dans un monde, c'est vrai, en plein tumulte, avec de grands changements socio-économiques de partout et même politiques, et puis une modernisation de l'administration publique et bien entendu, je dirais, une digitalisation des services pour permettre également aux citoyens de pouvoir accéder aux services de l'État. Et la question de l'emploi des jeunes est une question assez cruciale et importante lorsque on prend en compte le fait qu'on a près de 70% de la population qui a en dessous de 40 ans. Nous sommes une population jeune, à l'instar des populations d'autres pays en Afrique, et nous avons les mêmes problématiques. Et pour régler cette question, naturellement, la croissance, le développement économique doivent être au rendez-vous.
La stratégie du gouvernement, en ce sens, elle est claire et elle a apporté des résultats aujourd'hui avec les multiples programmes, non seulement les programmes en faveur de l'emploi des jeunes, de la formation des jeunes, parce que qui dit emploi dit formation. Je ne m'arrête pas à l'éducation ou qu'au diplôme, mais aussi aux formations telles que l'on voit dans des artisans, des formations professionnelles techniques. Et tout cela doit être soutenu par un secteur privé fort. Et l'agriculture est également le secteur phare de développement, de création d'emplois. L'agriculture, qu'elle soit alimentaire ou d'exportation, est le secteur phare de création d'emplois et de support du développement de notre pays. Et donc, tous ces aspects sont pris en compte dans la stratégie avec des résultats assez clairs de création d'emplois. Je ne m'arrête pas sur les emplois créés par la fonction publique parce que l'État n'a pas pour vocation de créer des emplois salariés dans l'administration, mais de créer un environnement qui favorise la création d'emplois par le secteur privé. Et cela aussi, ça a été pris en compte dans la stratégie de développement avec la mise en place d'un cadre de partenariat État, secteur privé, secteur public, qui permet au secteur privé et au secteur public de s'asseoir pour définir les meilleures conditions de création d'emplois. Nous avons vu la paix d'abord, elle est importante, la sécurité, parce que dans un pays où tous les jours les citoyens sont obligés de regarder par la fenêtre pour savoir s'ils sortent ou pas, il est difficile de consolider l'économie, de créer des emplois et de créer de la richesse et de la valeur. Et donc lorsque la question de la sécurité est réglée, et la question de la protection sociale, de l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. En résumé, c'est ça le programme, améliorer le quotidien des familles dans les communautés. Alors, madame, nous allons nous attarder un peu sur le secteur de la jeunesse, étant donné que c'est ce portefeuille-là que vous détenez. Alors, qu'est-ce que le parti a fait ou va faire en faveur des jeunes depuis 2018? Alors, 2018 et 2020 pour vous. 2018 pour le parti et pour vous à partir de 2020. Je vois bien la nuance, mais il faut savoir que la continuité de l'État et dans notre parti, il y a également la continuité des actions du parti. Donc 2018 est un bon repère et je le garde. Alors, on a tendance à dire que la question de l'emploi des jeunes est plus une problématique qu'un problème. Une problématique dans la mesure où il faut actualiser les solutions, les adapter à l'évolution du contexte. Si c'est un problème, il était réglé depuis. Depuis les années 92, il s'est créé, je dirais, si je peux me permettre, un stock de chômeurs. De chômeurs qu'on évalue à peu près à 200 000 et auxquels s'ajoutent tous les ans, environ au cours de ces dernières années, 30 000 nouveaux diplômés de tous les bords. Lorsqu'on pose l'équation comme ça, vous vous dites, comment est-ce qu'on la résout? Et bien entendu, la solution, elle ne sera pas magique. Il n'y aura pas de coup de baguette magique. Elle nécessitera et elle nécessite la mobilisation de toutes les forces, qu'il s'agisse du secteur privé, du secteur public, du secteur agricole. Le parti, depuis 2018, a innové dans l'approche des solutions. Nous avons tous les différents profils de jeunes qui ont été identifiés et auxquels des solutions sont adressées spécifiquement. Lorsqu'on prend un programme comme le PAIEGSP, ce programme a permis de créer plus de 15 000 emplois directs et près de 800 000 emplois dans le secteur, dans la chaîne de valeur de soja. Nous avions eu également un programme d'employabilité des jeunes vulnérables parce que la jeunesse, elle est certes identifiable à l'âge, mais il y a une grosse disparité, une diversité lorsque l'on passe de la relation à l'emploi. Il faut avoir une éducation, il faut être formé. Donc en même temps,
qu'on met en place des mécanismes pour transformer cette jeunesse, on a innové au niveau de l'offre de formation et d'éducation. Le programme Paillage SP est essentiellement pour les jeunes dans le secteur agricole. Le programme d'emploi des jeunes vulnérables a permis de mobiliser des jeunes sans formation, sans éducation. Et ça aussi, ça fait partie de notre réalité. Nous avons pas mal de jeunes, que ce soit dans les quartiers de Tomday, de Lolamé ou de Baie, qui n'ont pas eu l'opportunité ou qui sont déscolarisés. Mais on retrouve majoritairement dans nos campagnes une bonne partie de jeunes Togolais qui sont aussi Togolais, pas parce qu'ils n'habitent pas en ville, mais qui ont un profil pour lequel il fallait également adapter un modèle d'emploi. La première étape a été d'abord de les identifier, de leur donner des petites formations afin qu'ils savent, ils comprennent les enjeux des activités génératrices de revenus. Et sur ce programme, on a eu plus de 10 000 jeunes qui ont été initiés et formés, sensibilisés, et qui sont aujourd'hui dans des activités de petit élevage, de transformation. Et derrière, on a maintenant ceux qui veulent entreprendre. Et c'est là aussi où il y a de belles opportunités et que le gouvernement a déroulé dans sa stratégie. Et la création d'emplois pour les jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes est soutenu par diverses agences qui sont mises en place. Il s'agisse du Paillage SP, l'Agence nationale de garantie et de financement, et le FAIEJ, les incubateurs et les mécanismes de financement innovants qui ont été mis en place. Et très récemment, il y a la mise en place d'une réforme sur l'appui aux très petites et moyennes entreprises. Déjà quelques résultats. Il y a une charte des TPME qui est mise en place qui permet aux entreprises jeunes et portées par les jeunes de pouvoir avoir un cadre qui favorise leur éclosion, leur épanouissement et surtout le développement de leurs initiatives entrepreneuriales. En amont, nous avons naturellement l'accompagnement par le FAIEJ et les incubateurs qui ont été mis en place dans toutes les régions avec une vocation à porter le développement local. Tout cela s'aligne bien sûr sur les plans de développement communaux avec la décentralisation, qui est également un outil. Donc, vous comprenez qu'on est dans un processus, c'est vrai, les défis mondiaux sont énormes et le Togo n'est pas en marge, ce qui rend davantage plus difficile les solutions. Les jeunes, ils ont des attentes, ils sont prêts, les jeunes Togolais sont dynamiques et ça a permis vraiment à partir de ces initiatives-là de créer de l'emploi et aussi de construire un écosystème qui se consolide au fil des jours. Alors, madame, avant de donner la possibilité à nos auditeurs, parlons toujours de l'emploi. Le SMIC a été revu à la hausse depuis plus d'1 an, mais rares sont ces jeunes employés qui en bénéficient vraiment. Madame, est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi? La question du SMIC, elle est relative naturellement à l'emploi du secteur privé. Et donc, nous avons les partenaires du gouvernement, les partenaires du secteur public, et qui sont le secteur privé, qui jouent également une grande partition dans cette question de SMIC. Bien entendu, l'État crée le cadre et le secteur privé, dans le cadre du SMIC, doit le mettre en œuvre. Il y a quelques freins, quelques difficultés qui ont été remontées dans ce contexte de difficulté, de rareté des ressources, de constriction des marchés, qui fait que certainement certaines entreprises fragiles n'ont pas encore mis suffisamment, mais c'est un point et il mérite d'être relevé afin que toutes les entreprises qui ont des difficultés ou qui ne sont pas encore en règle, qui n'ont pas encore pris le train de cette réforme importante pour
les jeunes et pour les Togolais puissent s'y mettre très rapidement. Alors, aujourd'hui, pour le commun des mortels, le métier de Zémidjan est devenu de plus en plus cette alternative trouvée par certains jeunes en matière d'emploi. Madame, faut-il en rire ou en pleurer? Là, vous parlez d'émotion. La question de l'emploi des jeunes n'est pas une question d'émotion. C'est une question d'engagement, c'est une question de devoir. Et nous devons à la jeunesse togolaise, des réponses. Et c'est à ça que nous nous attelons. On ne peut pas jouer de l'émotion lorsqu'il s'agit de l'emploi des jeunes. Les Togolais ont innové. Zémidjan était une réponse à un moment donné, lorsque l'opposition togolaise a lancé le mot d'ordre de grève. Pour les Togolais, c'était une réponse aux besoins de déplacement des populations, parce que les taxis étaient en grève. Et donc, au fil du temps, cette demande étant restée, naturellement, il y a une offre conséquente qui se crée et qui est stable. Si aujourd'hui vous imaginez qu'on dise plus de Zémidjan, c'est sûr que les premiers à respecter seront les clients des Zémidjan, nos frères et sœurs qui ont besoin de se déplacer. Certes, il n'y a pas de sous-métier et je pense que les Zémidjan sont organisés, structurés. Ce sont de vaillants Togolais qui ont décidé de ne pas rester à attendre le meilleur boulot, le plus rémunéré, et d'apporter des réponses aux préoccupations, je veux dire, aux besoins du marché. Ça aussi, c'est le génie togolais. Et je salue le courage, la force et le sens de l'innovation, le sens du patriotisme d'ailleurs, de tous ces Togolais qui, tous les jours, s'adaptent aux évolutions de l'environnement et essayent d'être assez résilients. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos avis nous intéressent, mais après la pause. Déjà. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. NFM, allô? Oui. Allô. Bonjour. Bonjour. Et comment allez-vous? Oh, très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Madame, bonjour. Bonjour. Bon anniversaire. Merci, merci. Merci. Bon, moi, j'ai trois préoccupations tout à l'heure. Oui, allez. La première préoccupation, comment vous trouvez à la tête de notre pays, président Faure Gnassingbé, et automatiquement président de votre parti politique, qui exerce tous les biens du public, et vous-même, en tant que dans les ministres, vous avez tout le pouvoir d'utiliser ça sans que l'opposition n'a rien. Deuxième préoccupation, votre secrétaire du parti a fait une sortie la fois dernière, dit que il donne l'ordre, ou bien exhorte les militants de l'UNIR à ne pas faire fuir les opposants pour aller à l'extérieur. Troisième préoccupation, je pense qu'aujourd'hui, si nous voyons sur la TVT le lancement des pistes rurales de Faure Gnassingbé, comment vous trouvez ça à 20 ans, alors que 8 ans de Patrice Talon, il est en train d'inaugurer l'échangeur, le 4e échangeur à Cotonou? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 pour le 96 61 58 58. NFM, allô? Oui, grand-père Norbert, bonjour. Bernard, depuis Agoua, comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. J'aimerais demander, comme je n'aurai pas l'occasion de poser cette question parce que je ne pense pas qu'il y aura élection présidentielle en 2025. Donc, les 20 ans du président, tout d'abord, bonjour madame. Bonjour, bonjour, merci d'y repenser. Les 20 ans du président Faure Gnassingbé, vous nous avez servi des promesses. Est-ce que vous-même, pardonnez-moi, vous n'avez pas envie de prendre un TGV, un avion pour vous poser à Cara, ou bien aller se soigner? Là, il faut que
vous changez. La vie de toutes choses est nickel. Je suis tellement frustré. Comment se fait-il? Merci beaucoup à notre auditeur Bernard depuis Agoye. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Master Dito Gomé, bonjour. Bonjour, madame. J'ai 3 préoccupations. Oui, allez-y, Mas. Premièrement, et madame parle, grosso modo, de l'amélioration du quotidien des jeux. Je voudrais demander à madame de quel appui dispose-t-elle pour exécuter son programme. D'autant que vous parlez de l'augmentation exponentielle des chômeurs. Je donne un exemple. Est-ce créer de l'emploi quand on engage des jeunes avec les programmes, vous parlez souvent de FAEJ, pour 2 ans, qu'on débouche après et on met d'autres à la place. Et à la fin, vous dites que vous avez donné de l'emploi à des jeunes en additionnant le nombre de jeunes que vous avez fait passer dans ce programme. Les autres que vous avez laissés après 2 ans, ils ne sont plus en emploi. Donc ce calcul n'est pas honnête pour moi. Deuxièmement, que pensez-vous de la polémique actuelle à propos de la Constitution que les députés refusent de soumettre à un référendum? Je dis bien refusent de soumettre à un référendum. Car un député, comme tous nous le savons, est un représentant du peuple et doit savoir que quand le peuple n'a plus d'avis avec eux, ils doivent s'effacer et laisser la place au peuple. Ce que nos députés actuels ne semblent pas comprendre. Et pour terminer, madame vient de faire l'éloge de Zémidian. Moi, ça m'a un peu choqué. Parce que pour moi, être Zémidian, ce n'est pas un emploi sécurisé. Donc, moi, je ne peux pas citer être Zémidian comme avoir un emploi. La plupart de ceux qui pratiquent ce métier, c'est pour éviter l'ennui. Parce que l'ennui conduit souvent à des débauches et souvent au vol. Donc, des jeunes qui sont honnêtes, pour ne pas tourner les pouces tout le long de la journée, ils s'adonnent à ce métier. Ne citons pas ce métier comme emploi. Je vous en prie, madame. Bonne journée. Merci à vous, Masda, depuis Adido Gomé. Nana FM, allô? Allô, bonjour, Robert. Monsieur Gado, bonjour. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Bon, madame, j'ai 2 bonnes questions. Bon, première question. Un pays plein de motos, c'est un pays pauvre. Madame, ma voiture est en panne et j'ai une moto. Franchement, si vous êtes ma femme, vous allez divorcer. Deuxième question. Vous voyez, si le président de la République est élu pour 6 ans et après, il n'est plus président, il peut devenir président du conseil. S'il y a la majorité, je parle du président Fonia Singbe. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Camille. Oui, comment? Ça va bien, Dieu merci. D'accord. J'ai 2 préoccupations. Oui, allez-y. La première, c'est par rapport à la question d'AMU, que j'estime en escroquerie, puisque janvier, février, mars, vous avez pris nos sous à raison de 5% sur nos rémunérations, sans prestation. Et en avril, on n'a même pas à quoi, c'est-à-dire on n'a rien, quoi. Et l'avenir même n'est pas promettant. Qu'est-ce qui se passe réellement avec la question d'AMU? La seconde préoccupation, je prends les infrastructures. La route Lomé-Palimé devait être réceptionnée il y a de cela mai de l'année passée. Mais jusqu'à ce jour, on sait exactement ce qui se passe. Pire, au niveau du péage de Thévier que j'ai visité hier, on prend le péage pour l'entretien de l'infrastructure routière, n'est-ce pas? Mais bizarrement, c'est au sein du péage que la route est dégradée. Qu'est-ce qui se passe réellement? Merci. Merci à vous aussi. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Basile. Comment vous allez? Ça va bien, Dieu merci. Allez-y, on vous écoute. Salut, madame la ministre. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, salut, madame la ministre. Bonjour, bonjour, je vous réponds. Comment allez-vous? Moi, je ne vais pas vous aller par 4 semaines.
que le monde n'a que les intérêts. Il n'y a pas d'amis, tout ça là. Bon, je pense que c'est dans les projets que vous utilisez. Bon, vous êtes la directrice de l'INA. Vous avez commencé avec 80% de prise en charge. Vous êtes venu à moins de 30%. Qu'est-ce qui a motivé ça? Bon, maintenant, vous dites que c'est à nu maintenant. Et que ceci ou cela, même on ne comprend rien. Vous nous prélevez encore de l'argent à la frousse. Mais qu'est-ce qui motive tout ça là? Vous êtes là seulement pour faire souffrir la population? Merci beaucoup à M. Basile. Je pense que nous avons plusieurs auditeurs, mais on va donner maintenant la possibilité à Madame de répondre. Madame, vous avez suivi les uns et les autres. Pelé qui vous demande que la dernière fois, M. Lesso-Acholi qui faisait une sortie demandant aux militants unis de se comporter bien avec l'opposition pour que les candidats de l'opposition ne puissent pas fuir le pays. Il vous demande ce qu'on peut comprendre de ces déclarations. Merci à tous les auditeurs qui se sont intéressés aux différentes questions et qui surtout ont exprimé des points de vue sur lesquels ils souhaitent avoir des réponses et des éclaircissements. Cela aussi dénote de la liberté d'expression et de la démocratie prônée par notre parti et auquel aspirent les populations togolaises. Alors, moi je pense que c'est une très belle sortie du secrétaire permanent du parti. Et c'est aussi à l'image du président de la République, le président de notre grand parti, M. Faure Swazimna Gnassingbé, qui prône la paix. La paix dans les maisons, la paix dans les quartiers et la paix dans nos villes et dans notre pays. Et cela, c'est à tous les niveaux que ça doit se cultiver. Lorsque nous rentrons en campagne, c'est une compétition. C'est comme sur un terrain de football. Il faut un gagnant et chacun va se battre. Mais le SP nous dit, ne taclez pas l'adversaire au point de le faire sortir du terrain. C'est dit, c'est noble et je sais que tous les Togolais sont capables d'apprécier ces propos. Et c'est à cela aussi que nous invitons l'ensemble de la population à collaborer, à vivre ensemble en harmonie, à partager ces 56 000 kilomètres en bonne fraternité. Alors, nous sommes les fils et les filles d'une même nation. Il a parlé également de lancement des pistes rurales en comparaison au Bénin, où on vient d'inaugurer un quatrième échangeur. Il demande jusqu'à quand? Comparaison n'est pas raison. Le Togo est une république réaliste. C'est une république qui avance. Quand on compare la situation avant 2005 et les progrès qu'il y a eu aujourd'hui, je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Ce n'est pas parce que deux pays sont voisins qu'ils ont les mêmes potentialités. Je vais m'attarder juste sur ce que le Togo a pu faire. Depuis 2006, le vaste projet de réaménagement du territoire, de renouvellement des infrastructures. Quand on prend le boulevard du 13 janvier, on oublie qu'il y a quelques années, c'était des trous, des nids de poules, le grand boulevard du 13 janvier, et lorsqu'il pleuvait, l'eau ramassait les chaises chez Akolivi. Akolivi, c'est le vendeur de pochettes. Et donc, il y a du progrès qui a été fait. C'est vrai, tout n'est pas parfait, et le président de la République le dit. Tout n'a pas été fait non plus. Il faut de la patience. C'est difficile de demander la patience à une population qui voit le monde bouger, qui voit les autres, on dit les pays voisins, réaliser des choses. Mais nous arrivons au Togo avec les moyens que nous avons à mobiliser et les citoyens et les partenaires techniques pour réaliser des projets d'envergure.
la question des routes. Prenez la route de Lomé à Sinkassé. Aujourd'hui, de Kanté à Sinkassé, c'est déjà fait. On a commencé une partie, c'est pareil, de Atapamé à Plita. Ça, on ne le regarde pas. On voit les échangeurs. L'échangeur est une solution, certes, qui répond à un besoin de la population. Et la population béninoise, la population togolaise, on n'est pas forcément dans la même proportion. Le Togo va faire ses échangeurs. On a commencé avec un échangeur à Goué, mais tout cela, c'est structuré. C'est des études qui permettent de définir où est-ce qu'on a besoin de tel ou tel type d'infrastructure. Et ça, nous y allons. Alors, Nous y allons. Je ne parle pas des routes intermittentes, de Kodovia Kopé, de Agoué. Lorsque, quelques années après 2005, on a vu les boulevards pousser à Agoué, tout le monde a fait « waouh !» comme on le fait aujourd'hui avec le président Talon. Donc, c'est juste une question de timing et c'est relatif. Alors, comme équipe, pense que quand vous y allez au niveau Atelier, au niveau des péages, la route, bizarrement, elle est mauvaise à ce niveau. Il demande pourquoi. Il parle également de la voie Lomé-Palimé qui devait être réceptionnée depuis l'année dernière. Sans être expert, je vais vous dire, les chantiers, les travaux d'infrastructure routière sont soumis des fois, et très souvent d'ailleurs, à des aléas. Les aléas climatiques, la pluie, on avance en fort et on se retrouve face à une situation. Donc, et il y a vraiment un certain nombre de risques auxquels un projet de chantier est exposé. On essaie de réduire ces risques-là. Quand on fait une route, on commence au kilomètre zéro et on avance. Il peut y avoir différents types d'aléas, que ce soit les pluies qui ont duré plus longtemps que prévu, que ce soit dans la chaîne d'approvisionnement qui a une rupture parce que dans un pays donné, que ce soit la guerre d'Ukraine, la Covid, on se retrouve vraiment à ne pas pouvoir atteindre ou respecter les délais. Mais toutes les routes non plus ne sont... Quand on commence une route, c'est un investissement et l'objectif, c'est de la finir pour que les citoyens puissent en profiter. La route de Palimé va être livrée. Alors, Mas Dadido Gomé, qui, vous l'avez dit dans vos propos, c'est pour l'amélioration des conditions des jeunes. Il vous demande quel appui vous avez pour exécuter vos programmes. Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie des familles. Et quand on dit famille, c'est un homme, une femme, des enfants, des jeunes, des adolescents, avec des besoins donnés. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de programmes qui permettent d'accompagner d'une façon ou d'une autre la famille. Je vais aller peut-être dans le prochain sujet qui est la mue, et qui est aussi l'une des solutions. Dans un pays où la solidarité est une valeur, elle va permettre de se soigner. Et donc, pour ces familles-là, ce n'est pas spécifiquement pour les jeunes, mais je vais arriver aux jeunes. L'enfant, quand il va naître, la femme enceinte a le programme Oiseau qui lui permet d'aller et de réduire le coût de prise en charge de sa grossesse. Après ça, l'enfant va aller à l'école. Vous savez comme moi que l'école est gratuite. L'école primaire est gratuite. Et ça, il y a quelqu'un qui paye derrière. On paye les enseignants, on fait la maintenance, on paye la carte, etc. Et après, les élèves de ces écoles-là également ont une assurance depuis plusieurs années. School Assure. Et on continue. L'adolescent qui va au lycée va avoir son diplôme. Commencer à chercher du travail. Alors, entre le moment où il a son diplôme et le moment où il commence à chercher du travail, nous connaissons, comme je disais, on oublie, on sort la fonction publique qui n'a pas pour vocation de créer des emplois pour la nation tout entière et pour tous les jeunes, mais c'est de servir et d'être efficace. Et donc, le secteur privé doit pouvoir accueillir ces jeunes-là. Ce que nous avons constaté, c'est que personne ne veut de jeunes inexpérimentés. Tout le monde veut des jeunes qui sont prêts à l'emploi. Des programmes ont été mis en place, comme le programme AIDE,
un programme qui permet à l'entreprise d'embaucher, avec l'aide de l'État, un jeune, ce qui lui offre l'opportunité d'avoir de l'expérience et d'être... Nous avons le programme de volontariat. Le programme de volontariat est un programme assez innovant et à très forte valeur ajoutée pour le jeune, à plus d'un titre. D'abord, le jeune, lorsqu'on le prend, il est jeune, il a son savoir. À travers le programme de volontariat, que ce soit le volontariat de compétences qui recrute, je dirais, des jeunes pour l'administration publique, ou le volontariat d'engagement citoyen, il y a une composante commune, c'est la formation à la citoyenneté et le renforcement de ce que quelqu'un a appelé tantôt soft skills, des aptitudes de vie. Et il faut que le jeune gagne en confiance. Et donc tout ça, c'est des outils qui permettent d'accompagner le jeune dans sa progression vers l'emploi. Et naturellement, le budget de l'État est mis à contribution. Les partenaires techniques et financiers sont très mobilisés sur la question de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Au-delà de la question de l'emploi, la problématique de la jeunesse, il faut l'aborder de façon holistique. Le jeune n'est pas qu'une entité mécanique qui doit offrir un service contre rémunération. Il doit être un être épanoui. Et à ce niveau-là, par exemple, nous avons engagé depuis quelques années, de façon beaucoup plus visible, un combat pour la santé mentale des jeunes. Ça aussi, ça fait partie des solutions de l'équation de la jeunesse. Et donc, les différents programmes, on a l'impression qu'il y a beaucoup de programmes, mais ces programmes ont chacun leur cible. Même lorsqu'on dit jeune, on a une diversité de profils de jeunes. Le jeune qui a le baccalauréat n'a pas la même problématique d'insertion que le jeune qui n'a jamais été à l'école. Le jeune qui a un bac plus 5 en philosophie ou en mathématiques, ce n'est pas les mêmes solutions. Alors, et donc, plutôt que de laisser toute cette, je dirais, cette cohorte de jeunes, il y a eu différents programmes qui, aujourd'hui, le défi, c'est de les consolider, de les amplifier et d'accélérer. Parce que les challenges sont énormes et ça devient de plus en plus difficile. Donc, nous devons mobiliser davantage. Pas que des ressources, mais aussi de l'accompagnement, du coaching. Alors, Madame Masdalida Gomeki vous demande que pensez-vous de la polémique à propos du changement de constitution où les députés refusent de passer par la voie référendaire? La constitution est le fondement de la République. La constitution a fait l'objet d'un processus au sein de l'Assemblée nationale qui a abouti à sa modification. Je crois que l'Assemblée est dans son rôle. Cette Assemblée qui doit prendre prendre ses responsabilités et poser les différents jalons pour répondre aux besoins de changement, d'adaptation de nos institutions. Lorsqu'on regarde dans l'environnement, la transformation, le changement a commencé et c'est un changement structuré, progressif. Nous avons la décentralisation, les maires ont commencé à s'installer, on a les régionales qui arrivent avec de nouveaux acteurs. Donc vraiment, il est important que l'on puisse donner suffisamment du pouvoir à la voix du peuple. C'est cette réforme qui est en cours et qui a été réalisée dans le respect des dispositions qui sont... Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. Monsieur Garouki vous demande, est-ce que celui qui est président aujourd'hui peut devenir président du Conseil? La Constitution, la nouvelle Constitution, aujourd'hui, prévoit que
le président de la République soit nommé par les deux chambres. Le président du Conseil, qui est chef du gouvernement, soit désigné et qu'il soit au sein du parti majoritaire. Ça a du sens. On n'est pas sur les hommes. Je crois qu'on peut relativiser le débat sur les hommes et regarder, interroger la Constitution. Aujourd'hui, il y a une ouverture. Nous sommes allés, le président a instruit d'aller vers les populations, les députés sont partis, expliquer le bien fondé de ces changements-là. Il est important que nous accordons suffisamment d'importance au contenu, à la construction d'institutions fortes, plutôt que de cristalliser, de mobiliser nos énergies sur un homme, sur un être humain. Alors, madame, en 30 secondes, vous allez envoyer un message aux populations, mais dans votre langue locale. 30 secondes, s'il vous plaît. Togovio, Novine, Foufoune. Togovio, Midak Benami. Ne Togoa la Yinkwa, et Kurumia Kekem, Niabe a Fodidenti, Yentia, le Egbemea, Mlejibe, Madak Benami, le Keye, ni les partis unis urbains Godome, et Niabe président, le Tutogoa, ne Niabaso, Kankaroji, ne Niakekem, Niaboalo, ne Nia Tutogoa, do ne Edjube Niava, Edjume Viowe Nanani, Niakaromi. Merci, Madame Myriam Dosso d'Almeida, candidate unie dans le Golfe. Merci également à Nestor Glo pour la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.